Bonjour Philippe Gabillet. Bien, bonjour. Alors, ravie et enchantée de vous recevoir, même si c'est à distance. Un grand merci de m'accorder de votre temps, justement pour parler de notions autour du temps. Ben voilà. Alors, vous êtes essentiellement connu pour vos écrits et vos conférences autour de l'audace, de l'optimisme, de la chance, comment provoquer sa chance, et aussi bien d'autres choses. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez, comme vous avez de nombreuses casquettes. Oui, j'en ai eu beaucoup en fait. Maintenant, ça se limite un peu plus, bien évidemment. Mais enfin bon, je suis toujours professeur dans une école de management qui est le SCP à Paris, où j'enseigne la psychologie sociale. Donc ça, c'est ce que je fais depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Mais j'ai été professeur dans d'autres institutions avant. J'ai été maître de conférence au CNAM, entre autres. Puis au tout début de ma carrière, j'avais même fait quelques enseignements à Sciences Po Bordeaux, dont j'étais d'ailleurs un des diplômés. Enfin, j'ai toujours eu une vocation d'enseignement. Et le temps passant, je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui était les applications de la psychologie positive au monde du travail, au développement personnel. Mais il y a eu une époque où j'ai beaucoup travaillé sur le temps, entre autres dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. J'avais d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet. J'ai enseigné aussi la prospective, entre autres à l'ESCP. Voilà. Donc, dans le fond, même si c'est plus aujourd'hui au cœur même de tout ce que je fais aujourd'hui, ça reste quand même un sujet dans lequel j'ai beaucoup investi et d'ailleurs sur lequel je continue, vous voyez, à écrire et j'ai quelques projets d'écriture encore sur ce sujet dans les mois et les années qui viennent. D'accord, on va en reparler un tout petit peu plus tard. La raison pour laquelle je voulais vous interviewer, bon, il y en a deux. Alors, la première, elle est très personnelle, puisqu'en fin de compte, j'ai découvert YouTube grâce à vous. En fin de compte, Ah, c'est un ami qui un jour m'a dit, ah, regarde la vidéo de Philippe Gabillet, pourquoi la chance sourit-elle aux audacieux? Et alors, je cette me vidéo, souviens très bien. et vous- Vidéo qui a vidéo en fait ancienne, c'est quasiment, on peut dire que c'est la première que j'ai faite et elle n'avait d'ailleurs pas du tout vocation à être diffusée. C'est une vidéo que j'avais faite avec mes étudiants oui, pour leur faire plaisir en octobre 2006. Vous imaginez, ça ah oui, commence à faire, hein, voilà. elle a encore un impact des années après. Et alors, c'est vrai que cette vidéo, elle a changé ma vie. Alors, pas simplement parce que j'ai découvert YouTube. Quelques temps après, l'entreprise pour laquelle je travaillais a proposé des départs volontaires collectifs. Mhm. Et j'avais cette petite phrase en tête qui tournait. Donc, la chance sourit aux audacieux. Et là, je me suis dit, bon, Mhm. allez, il faut saisir l'opportunité, pense à ton compte. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai construit petit à petit mon projet pour devenir tampologue, pour accompagner les personnes à mieux s'organiser, à mieux gérer leur temps, arrêter de courir dans tous les sens, vraiment retrouver de la sérénité, trouver un rythme de vie qui leur convient, qu'elles reviennent sur des choses qui sont essentielles. Éviter comme moi et de nombreuses personnes de passer par la case burn-out. Et la seconde raison pour laquelle j'ai souhaité vous interviewer, c'est vraiment en Mhm. écoutant les dernières intentions. Il y avait sur le cercle du leadership, vous avez fait une intervention sur la temporalité, que toutes vos interventions elles se trouvent sur votre site internet. Oui, Euh, enfin, à peu près tout. je mettrai le lien justement dans la vidéo, donc philippegabiller.com. On retrouve tous les livres que vous avez écrits, votre parcours. Ce qui a résonné en moi, c'est des phrases sur la difficulté de ralentir, de vous parler du temps qui passe. Et cette nouvelle phrase qui me tourne un peu dans la tête, justement, c'est décider de ralentir sur l'essentiel. Quand vous êtes venu en septembre dernier à Rennes, lors d'une conférence, donc on a pu, c'était une conférence sur quand la chance aux audacieux, on a pu Mhm. échanger et vous m'avez justement dit que vous allez prochainement sortir là, dans les semaines qui viennent un livre sur le temps. Alors, si vous voulez bien nous en parler un peu de ce Alors, livre. oui, voilà, donc il y a deux projets. Il y en a un qui est à court terme et l'autre qui est à plus long terme. Je participe depuis plusieurs années aux travaux d'un centre de recherche qui s'appelle le Cercle du Leadership, euh, qui est dirigé par Madame Raphaël Lobby. Et tous les ans, on fait un livre collectif. Il se trouve que cette année, le thème, c'était le temps, et l'ouvrage va sortir aux éditions Erol probablement au mois de janvier, janvier donc 2021, sous le titre Le temps dans tous ses états, et on est à peu près une trentaine
de contributeurs dans lequel il y a à la fois des experts, des profs de stratégie, des psychologues, des coachs et aussi des gens d'entreprise qui vont en fait apportent leur pierre à la réflexion sur le temps. Donc voilà, moi j'avais fait 2 contributions dont on reparlera dans ce livre. Il va donc sortir très prochainement. Et puis j'ai de toute façon aussi un autre projet pour cette année 2021 qui est que j'aimerais écrire, j'ai toujours rêvé en fait d'écrire un livre grand public sur l'approche que j'avais moi du temps depuis maintenant 25 ans. J'avais toujours écrit des ouvrages plutôt pour des spécialistes, vous voyez, pour des prospectivistes, pour des experts. Et là, je voudrais vraiment faire quelque chose qui soit à destination de tout le monde. Et donc celui-là, il sortira très probablement aux éditions Saint-Simon, qui est mon éditeur historique, au mois de septembre l'année prochaine, j'espère en tout cas, et il va s'appeler Le guide pratique du voyage dans l'avenir à l'usage de tous, ce qui en lui-même quand même est un beau programme. Tout à fait, un sacré programme. Alors moi, j'ai eu le privilège de lire les 2 textes que vous avez écrits pour le livre qui est en janvier sur le temps dans tous ses états. Alors le premier, c'est Chronos et Kéros sont dans un bateau. Et là, vous abordez les 3 dieux du temps. En fait, l'objectif de l'article, c'est vraiment de montrer que nos représentations du temps et la façon surtout dont on vit le temps trouvent en fait leur source sans doute dans des comportements, des attitudes très très archaïques qu'on a en nous, et puis qui à certains moments dans l'histoire de la pensée, ont été formalisées. Et puis comme nous sommes quand même des héritiers de la pensée grecque classique en Occident, ça m'a semblé intéressant d'aller voir comment est-ce que les Grecs anciens pensaient en quelque sorte le temps, surtout comment est-ce qu'ils pensaient la durée. Et comme souvent dans la pensée grecque, ça passe par des divinités qui sont porteuses d'un certain nombre de ces dimensions. Et quand on regarde comment est-ce que les Grecs en fait fonctionnent, il y a 3 divinités chez les Grecs qui ont un rapport au temps. Il y a Aion, Chronos et Kairos. Aion, c'est vraiment un temps qui n'a ni commencement ni fin, c'est l'éternité. C'est-à-dire, c'est vraiment le temps éternel de la création. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement, il ne se mesure pas, il est là de tout temps. Une espèce d'essence assez difficile à utiliser dans le quotidien, je ne vous cache pas. Après, bon, le dieu du temps, c'est Chronos. Le plus connu. Chronos, c'est vraiment toujours représenté sous la forme d'un vieux barbu avec des ailes, tout ça. Bon. En gros, Chronos, c'est le dieu des horloges. Chronos, c'est le dieu du temps qui passe. On pourrait presque dire que à notre époque, Chronos, c'est le dieu des agendas, c'est le dieu des plans d'action, c'est le dieu de la linéarité. Voilà. C'est quand on fait de la gestion de projet, par exemple, c'est le dieu des diagrammes pertes. Vous voyez, c'est ça. Chronos, ça se mesure, c'est le temps de l'horloge, c'est le temps du soleil, etc. Donc, c'est un temps qui est profondément quantitatif. Il est lié à la notion de mesure, à la notion de séquence aussi. Et bien évidemment, c'est un temps qui est un peu dévoreur, puisqu'en fait, Chronos ne cesse de nous rapprocher de notre finitude. Ce qui fait que d'ailleurs, chez les Grecs, ça a créé des tas de distorsions dans la mythologie grecque classique, parce qu'on l'a confondu avec un autre Chronos qui était en fait le père des dieux et le père de Zeus, et le Chronos qui dévorait ses enfants. En fait, ce n'est pas le même, mais je dirais à des milliers d'années de différence, on ne fait plus trop la différence. Enfin, bref, celui-là, le Chronos, on connaît bien, parce que la chronologie, quand on dit que quelque chose est chronophage, par exemple, ça veut vraiment dire que ça nous bouffe du temps disponible. Et puis, il y a une troisième divinité dans la culture grecque classique, qui apparaît à peu près autour du VIe siècle, grosso modo, 6e, 5e siècle avant notre ère, et qui va être Kairos. Alors, Kairos, même la figure même de Kairos, elle est assez particulière. Bon, il est petit, c'est un petit dieu, c'est un petit rapide, quoi. C'est un petit bonhomme avec des ailes partout, des ailes dans le dos, des ailes aux pieds. Et surtout, il se caractérise par la rapidité. C'est-à-dire que le temps qu'il passe, Kairos, si on le voit, si on fait pas attention, il passe et on l'a pas vu. Bon. Et alors, il a une caractéristique qui, moi, me plaît beaucoup, n'est-ce pas? C'est qu'il est chauve, mais à ma différence à moi, il a sur le devant, là, il a une espèce de touffe de cheveux, une grande touffe de cheveux frisés qui lui pousse devant, là, sur le front. Et bien évidemment, si on veut bénéficier
pouvoir positif de Kairos, il faut l'attraper par cette touffe de cheveux quand il passe. Et donc, ça veut dire que Kairos, c'est aussi l'autre dieu du temps, mais lui, c'est le dieu du temps favorable. C'est-à-dire, c'est le dieu de l'instant adéquat. Kairos, en fait, il va mettre sur le chemin des mortels, il représente en fait des opportunités, des instants favorables, mais pour ça, pour pouvoir en bénéficier, il va falloir le voir, le regarder passer, vous voyez, et l'attraper. Parce que les Grecs eux-mêmes disaient que face à Kairos, dans le fond, ce petit dieu tellement rapide et qui représentait l'opportunité, la chance, tout ce que vous voulez, vous imaginez bien, c'est le dieu des stratèges, c'est évident. C'est aussi le dieu à l'époque des pharmaciens. Parce qu'on est déjà à l'époque, on considère que selon le moment de la journée où on donne une médecine, elle n'aura pas le même impact. Donc, il y a des moments plus ou moins favorables pour prendre telle herbe, telle plante, telle potion, et ainsi de suite. Et donc, à notre époque, c'est vraiment devenu, on pourrait dire que Kairos, c'est le dieu des entrepreneurs. C'est-à-dire ceux qui trouvent le bon moment, voyez, pour créer une activité, comme vous avez fait, pour quitter leur emploi, voilà. Kairos, c'est ce moment-là. Et les Grecs nous disent, Kairos, en fait, quand il passe, en fait, il y a 4 possibilités. Première possibilité, Kairos passe, mais on ne le voit pas. Juste parce qu'on regardait ailleurs. On était sur autre chose. Peut-être d'ailleurs qu'on était sur Chronos. Hein. On était sur l'agenda, sur le tableur Excel, sur la fiche projet. Bon. Et donc, Kairos, il y a une occasion est passée, mais on ne l'a pas vu. Deuxième possibilité, Kairos passe, on le voit, mais on ne fait rien. Alors, pourquoi on ne fait rien? Je n'ai pas le temps. Il repassera bien un jour ou l'autre. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas la formation, ça ne marchera pas. Bref, on a le réel, vous voyez, se met à notre service à travers ce qui aurait pu être une circonstance favorable et on la laisse passer. Alors, il y a une troisième possibilité qui est un petit peu tristounette quand même, mais ça arrive, c'est Kairos passe, je le vois parfaitement, j'essaye de l'attraper quand il passe, mais j'y arrive pas. Je rate. Pourquoi je rate? Parce que je n'étais pas assez préparé. J'étais pas, voilà, j'avais pas les moyens de mes ambitions. J'étais pas formé assez. J'avais pas l'expérience qu'il fallait. J'avais pas la maturité nécessaire. Donc, dans le fond, j'ai tenté de saisir une opportunité vis-à-vis de laquelle je ne pouvais pas assurer. Voilà, c'est ça qu'on pourrait dire. Et puis enfin, il y a la quatrième possibilité où Kairos passe, je le vois passer, je suis prêt, j'attrape et je vais pouvoir m'en faire un allié. Donc c'est très intéressant cette métaphore des divinités grecques classiques parce qu'elle nous montre les différentes façons d'abord de vivre la temporalité et surtout, il ne s'agit pas de dire qu'il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise, vous imaginez bien. Mais en revanche, il est sûr que imaginez quelqu'un qui ne vivrait, prenons cette image, que dans Kairos. C'est quelqu'un qui serait en permanence à l'affût d'opportunités, mais sans plan directeur, quoi. Sans ce qu'on appelle the big picture. Bon, il n'y aurait pas de plan général. Mais en revanche, quelqu'un qui ne serait que dans Chronos, qui ne gérerait tout que via des plans d'action, des séquences, des étapes, etc., risque d'ailleurs de laisser passer de l'inattendu, des opportunités qui auraient pu être extrêmement intéressantes, mais on est tellement focalisé sur Chronos qu'on n'a pas vu Kairos qui s'entêtait à essayer de passer devant nous ou derrière nous en permanence. Voilà. Donc, ce sont aussi des métaphores qui, pour nous, qui sommes des hommes et des femmes de la modernité, sont des façons, on va dire, alternatives non pas d'ailleurs uniquement de concevoir le temps, mais de le vivre. Et on est dans une logique de temps vécu. C'est une façon différente de vivre la durée. Parce que la durée, c'est encore autre chose. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de physiciens qui disent, vous savez, d'un point de vue physique, le temps, ce que nous, on appelle le temps, en physique, ça ne peut pas dire que ça existe vraiment. Quoi. Ce qui existe, c'est le temps perçu. Et donc, qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit des durées. Le temps subjectif, c'est le temps de la durée. Il y a de la durée objective, hein, c'est ce que ma montre me raconte. Puis il y a la durée telle que je la vis, je dirais, mais cette durée n'a d'existence que par rapport à une perception subjective. Vous voyez, 2 heures, c'est jamais 2 heures. 2 heures à faire des choses passionnantes et 2 heures à s'ennuyer mortellement n'ont strictement rien à voir
en termes de vécu. Pourtant, le temps est le même, mais la durée vécue est tout à fait différente. C'est Bergson qui avait beaucoup développé ces idées-là. Aujourd'hui, par commodité, on parle du temps. Comment est-ce que dans notre quotidien, par exemple, on articule nos durées de vie? Quel temps on passe? Le temps passé à. La durée, c'est le temps passé à faire, à être, à partager, à contempler, à se souvenir, ainsi de suite. Et ensuite, donc, il y avait le deuxième texte qui concerne le dirigeant face au temps, l'importance à accorder au présent pour préparer le futur. C'est Saint-Augustin qui a une espèce d'intuition. Lui, c'est un théologien du IVe siècle. Vous imaginez bien que, bon, avec les moyens aussi philosophiques de son temps, Saint-Augustin dit, dans le fond, quand on regarde bien ce qui se passe, il n'existe que du temps présent. En revanche, le passé peut s'inviter dans le temps présent. Ça s'appelle la mémoire. Quand je me souviens, c'est mon passé qui s'invite dans mon présent. Le futur, qui n'existe pas encore, peut s'inviter dans mon présent. On va appeler ça l'espoir ou l'espérance. Mais voilà, je prends le futur, mais il n'empêche que cet espoir, je l'ai ici et maintenant, aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a ce que lui appelle le présent du présent, c'est-à-dire l'attente, la contemplation, le fait de jouir de l'instant présent, et ainsi de suite. Bon, mais ça, c'est un point de vue de théologien du IVe siècle. Quoi, voyez, bon. Aujourd'hui, dans le monde, on va dire, moderne et postmoderne, qui est le nôtre, dans le monde de la modernité, le temps, c'est quand même davantage une exigence qu'autre chose. Et c'est vrai qu'on voit bien au quotidien, un dirigeant aujourd'hui, un homme ou une femme d'entreprise, il passe beaucoup plus de temps dans une journée normale, vous voyez, à être mentalement centré sur le futur, plutôt que sur le présent ou sur le passé. On passe, comme on dit tout à l'heure, hein, nous sommes des machines à planifier, programmer. Notre meilleur ami ou meilleur ennemi, d'ailleurs ça dépend des fois, c'est l'agenda, les plans d'action et compagnie. On est dans cette espèce de logique-là. Et donc, effectivement, certains philosophes, certains penseurs nous disent, à force de vous projeter dans ce futur, vous n'arrivez plus à profiter du présent. Bon, c'est la grande théorie. Si ce n'est que, après, on a un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire exactement, parce que, voilà, il faut être un peu pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire profiter du présent? Ça veut dire quoi? Oui, alors ça peut dire profiter du présent, c'est être en pleine conscience de ce qu'on fait. C'est très très bien. Et c'est vrai que, je prends un exemple, dans certains temples ou des ashrams ou des communautés religieuses ou des gens qui font des retraites spirituelles, on leur dit toujours, le moment des repas est un moment où vous devez être à ce que vous faites. C'est-à-dire, vous êtes à ce que vous mangez et vous en faites aussi un exercice de centration dans l'instant présent, en faisant attention à ce que vous mangez, les textures, les saveurs, etc. Et là, on comprend bien que si je suis dans un repas, en plus, imaginez un très bon repas, et si, en fait, au lieu de profiter de ce repas, je me distrais, mais ce qui va arriver souvent, parce que dans le fond, dans toutes les périodes de convivialité, on va à la fois manger quelque chose qui est très bon, boire de très bons vins, mais on ne peut pas s'empêcher d'en discuter avec ceux qu'il y a autour, voire même de penser, ça ne te rappelle pas le repas qu'on avait fait il y a 2 ans dans tel resto, ou bien, oh là, j'espère que celui qu'on va faire là, dans 15 jours, 3 semaines, qui est prévu. Et on se rend bien compte que nous, parce que nous sommes des êtres qui avons le sentiment de vivre sur une ligne, vous voyez, sur une ligne de temps, qui partirait d'un passé, qui passerait par un présent et qui irait vers un futur, c'est compliqué, nous, de nous maintenir très, très, très longtemps dans l'instant présent. Même quelqu'un, vous voyez, qui va faire de l'exercice physique. On va faire de la course. On n'a pas le droit trop de sortir en ce moment, mais on peut courir un peu. Bon, mais la personne qui court, il faudrait effectivement, pour psychiquement bénéficier, être dans sa course et penser à rien. Et n'importe quelle personne qui court, ne serait-ce que pour des raisons liées à la biochimie de son corps, si vous avez des soucis à ce moment-là, vous allez utiliser le temps de course pour réfléchir justement à ces projets qui vous turlupinent, cette réunion que vous allez avoir demain, ce Zoom avec le comité de direction que vous allez avoir après-demain. Et voilà, nous sommes naturellement des animaux anticipateurs. Et on se projette. Alors, et ça, en soi, moi, je trouve ça tout à fait normal.
En revanche, c'est vrai qu'il est possible que l'anticipation, c'est une hypothèse, hein, anticiper, ça bouffe de l'énergie. Comment reconstituer l'énergie que l'on dépense à anticiper? Oui. Eh bien, soit en se remémorant, on pourrait appeler ça la nostalgie, soit en jouissant mieux de l'instant présent, et qu'on pourrait appeler effectivement la contemplation. Voilà, quand on mange, voire même quand on travaille, on travaille. Chez Jean Guiton, qui était un écrivain chrétien de l'après-guerre, il avait écrit un livre qui s'appelait Le travail intellectuel. Il disait le premier secret, c'est l'absolu, c'est-à-dire quand on travaille, toujours travailler absolument, mais quand on se repose, toujours se reposer absolument. Or, c'est compliqué ça, parce que même pour la jeune génération, je vois comment mes enfants fonctionnent, on peut en même temps fonctionner en multiprogrammation, hein, vous voyez, du fait des outils, et je regarde la télé, et puis en même temps j'ai ma musique dans les oreilles, et puis je suis sur Snapchat avec mes copines ou mes copains. Dans cette modalité-là de rapport au monde, là pour le coup, on surfe entre les temps. Je pense que c'est énergivore. Ah oui. C'est-à-dire que, et ce n'est pas une tempologue que je vais apprendre ça, mais un élément de se remettre en énergie est aussi très probablement de prendre des décisions et de changer d'habitude par rapport à la façon dont on vit ces temporalités. Autant être focus un moment vraiment sur une tâche, puis passer à autre chose. Et les femmes font plusieurs choses en même temps, mais on ne fait pas correctement, on perd du temps et on dépense beaucoup d'énergie plutôt que de se dire, bon, à un moment Oui, donné, on est focus. Et puis après, on a un moment de détente où on prend vraiment du temps pour soi. il est possible aussi que on n'ait pas tous exactement les mêmes modalités, vous voyez, cognitives par rapport au temps. Par exemple, je pense que chez certaines personnes, il est clair que la dispersion, le fait d'être dispersé, de passer d'une tâche à l'autre, va en fait les fatiguer. Mais il y a d'autres personnes, pour des raisons mystérieuses liées au système nerveux, le fait de passer en fait d'une tâche à l'autre va au contraire les maintenir en tension positive, vous voyez, en énergie. Donc il y a aussi ça, c'est le fait qu'on est dans des univers où il n'y a pas un rapport au monde unique, quoi. Ouais. Et d'où la notion de temporalité. Dans les études qui sont faites sur le temps, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce qu'on appelle les temporalités et les perspectives temporelles, et qui font qu'on n'a pas tous le même rapport qualitatif, vous voyez, Ouais. à ce vécu du temps. Et ce qui compte d'ailleurs, on pourrait dire que c'est que chacun d'entre nous, dans la connaissance de soi, que chacun essaye de mieux comprendre par expérience, hein, tout simplement, en voyant ce qui se passe au quotidien dans sa vie, quelles sont les temporalités qui nous mettent en énergie et quelles sont les temporalités qui nous drainent notre énergie. C'est déjà de savoir même quels sont les moments de la journée où on est plus en énergie pour favoriser certaines tâches. Et surtout, la perspective de temps, si vous voulez, c'est une perspective parmi d'autres. Il n'y a pas que le temps. Par exemple, on vit dans un univers aujourd'hui qui est quand même assez matérialiste, dans lequel faut dealer avec le temps, c'est incontestable, mais aussi il faut dealer avec les ressources disponibles. Il est clair que réfléchir à un projet futur, si on a le sentiment qu'on manque de ressources, ça va drainer notre énergie. Si au contraire, on raisonne sur un projet futur avec une claire conscience des ressources dont on dispose, ça peut peut-être même nous rendre euphoriques, vous voyez. Et pourtant, on pense à la même chose, mais c'est ce qui va donner une coloration à ce temps futur, c'est la conscience ou non des ressources dont on dispose. De ce qu'on peut aussi acquérir. Oui, si on peut. Vous avez des gens qui vous disent que qu'est-ce qui explique dans le fond aussi en partie ce qu'on appelle la procrastination, Mm. le fait de remettre en permanence au lendemain, c'est comme s'il y avait en nous un doute sur la capacité. Ça peut être un doute sur soi, un doute sur l'environnement, un doute sur les autres, mais c'est clair, c'est par hasard d'ailleurs, si vous savez, le doute, les deux tueurs d'énergie, c'est toujours le doute et le sentiment d'impuissance. Donc, quand on a à la fois un doute sur ce qui se passe, sur soi ou sur les autres, et le sentiment qu'on n'a pas vraiment la marge de manœuvre qu'il faut, comme par hasard, le niveau global d'énergie a tendance à baisser. Vraiment, merci d'avoir pris ce Merci à temps. vous. C'était agréable ce moment partagé. Moi, j'encourage toutes les personnes
qui ne vous connaissent pas à écouter. Allez voir allez tout ce voir. tout ce qu'on Ah ouais. raconte sur le site. Ah ouais, c'est J'ai très beaucoup riche. de choses qui se baladent sur YouTube aussi, que je maîtrise d'ailleurs pas toujours parce que c'est pas toujours moi qui les ai mises, mais bref, j'y suis, quoi. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Merci à vous Philippe. À une prochaine et à et bientôt. bonne écriture du livre. Merci beaucoup.